7h43, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Benoît Hamon, candidat socialiste à l'élection présidentielle. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. C'est fait, vous êtes investi candidat à la présidentielle. Quand vous étiez sur scène hier à la Mutualité, applaudi à tout rompre et regardé finalement comme l'espoir d'un rebond de la gauche, quel sentiment vous avez à ce moment-là ? Bon, ce sont des sentiments mêlés, d'abord parce que c'est le résultat d'un travail, d'un engagement fort, mais c'est aussi une immense responsabilité. Je mesure que, au nom du Parti Socialiste, je mets aujourd'hui mes pas dans ceux impressionnants de François Mitterrand, Lionel Jospin, François Hollande, Ségolène Royal, et que c'est pour moi une immense responsabilité dans un moment où la gauche se cherche, où les électeurs de gauche aspirent à ce qu'on se tourne vers l'avenir et à ce qu'on leur propose des solutions par rapport aux problèmes qu'ils vivent, pas tels qu'ils les vivaient auparavant. Vous cultivez un style assez cool, comme on dit, assez direct, spontané, sans solennité. Certains disent que ça manque un peu de dimension présidentielle. C'est stratégique ou en fait vous ne savez pas faire autrement ? Mais je pense surtout que la stratégie des hommes providentiels, elle ne peut que décevoir, que c'est une imposture, parce qu'il n'y a personne n'est providentiel. Je parle du style, là. Hein, oui, mais le style, j'observe que voilà, certains se dotent d'un costume, qui est un costume de présidentiable. Mais vous pensez à qui, là ? Tous ceux qui, aujourd'hui, pensent concentrer en eux le génie de la nation, qui les amènerait à être la solution au problème. Emmanuel Macron, au hasard. Tous ceux qui, aujourd'hui, réfutent le principe selon lequel c'est l'intelligence collective qui nous sortira de la crise. Moi, ça fait à peu près 30 ans que je ne connais que la crise. Et cette crise, elle est interminable, elle est devenue économique, elle était économique, sociale, elle est devenue écologique, démocratique. Et il me semble que dans un moment comme celui-là, il faut qu'on se tourne vers l'avenir, qu'on regarde les solutions qui n'ont pas marché hier et qui n'ont pas davantage de chances de marcher demain. Et c'est valable sur les questions économiques en particulier. Et qu'en se tournant vers l'horizon, en envisageant le moyen et long terme, nous pouvons proposer des solutions qui sont de nature à mobiliser les Français. C'est-à-dire vraiment des solutions collectives. Je ne crois pas à l'homme providentiel. Alors c'est peut-être à vos yeux cool, mais moi je pense surtout que c'est sérieux. Vous dites ce qui m'intéresse, c'est de regarder devant. C'est de l'avenir, c'est ce que vous venez de dire. Le bilan ne peut pas être central, c'est ce que vous avez dit aussi à la tribune à tous ceux qui réclament que vous assumiez le bilan. C'est habile, c'est votre façon d'éluder la demande de Bernard Cazeneuve et les autres, selon lesquels, si on n'assume pas le bilan, on ne peut pas gagner la présidentielle quand on est le candidat du Parti Socialiste. Écoutez, ma position elle est claire, on ne gagne pas une élection présidentielle sur un bilan. Lionel Jospin avait un bilan unanimement reconnu comme positif. Il a connu l'échec dès le premier tour des élections présidentielles. Aujourd'hui, mon sujet n'est pas de rejeter le bilan. Il y a un acquis, des critiques qui existent. Mon objectif est de me tourner vers l'avenir. Et de me tourner vers l'avenir, c'est parler, c'est parler de santé, voilà. C'est parler conditions de travail, c'est parler travail, conditions d'accès à l'emploi. Tous ces sujets-là sont des sujets importants. Ça n'est pas parler sécurité. Ça m'a frappé 48 heures après l'attentat du Louvre. Vous n'en avez pratiquement pas parlé hier, sauf à faire applaudir effectivement, là pour le coup, François Hollande sur son bilan. Il a été protecteur. Mais on a compris que c'était pas on a compris que c'était pas l'alpha et l'oméga de votre programme, mais tout de même, est-ce que vous êtes mis à la hauteur de la menace terroriste ? Écoutez, je pense sur ces questions-là, j'ai eu un long entretien avec le Premier ministre cette semaine pour voir dans quel domaine il était toujours possible d'améliorer les dispositifs de lutte contre le terrorisme et la protection des Français. Il me semble, moi, qu'aujourd'hui, s'il doit être mis une priorité, c'est sur le renseignement territorial, parce que ce renseignement est précieux, que c'est du renseignement humain et qu'il complète largement le renseignement technologique. Mais il me semble surtout important de dire que ce n'est pas en faisant une loi supplémentaire qu'on améliorera le bouclier qui protège les Français. Dans ce domaine-là, nous avons à peu près tous les outils juridiques qui permettent à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative, aux forces de police d'agir. Et je veux surtout dire que celles et ceux qui font campagne sur ces questions en laissant entendre d'une manière ou d'une autre qu'il pourrait y avoir un risque zéro, là aussi sont des imposteurs, parce que ce risque zéro n'existe pas et qu'il convient de partir de ce qui existe, et beaucoup a été fait pour améliorer les dispositifs, notamment dans les échanges avec les agences de renseignement européennes, parce que nous pouvons faire mieux, mais aujourd'hui, à peu près tous les outils sont là. Ouais. Il s'agit de surtout renforcer les moyens sur le terrain. C'est pour ça que le renseignement territorial. Vous maintenez ce matin que si vous êtes élu, vous ne prolongez pas l'état d'urgence. Mais je considère aujourd'hui que nous avons fait une loi renseignement, une loi terrorisme, qui donne aujourd'hui, dans le droit commun, à peu près tous les instruments à l'autorité judiciaire,
aux forces de police pour agir. Si l'état d'urgence demain apparaît comme finalement symbolique, c'est-à-dire sans valeur ajoutée pour protéger les Français, et parce que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ont dit que c'était un état d'urgence devait être temporaire, oui, dans ce cas-là, oui, je le remettrai en cause. Dans votre souci de réenchanter la gauche, on a l'impression que vous ne voulez pas parler de ce type de sujet très anxiogène ou qui... Non, mais hier, encore une fois, c'était frappant, on n'avait pas parlé. Parce que ça sert aussi le Front National. Ça sert, vous disiez, je ne veux pas faire de surenchère. J'en ai parlé de ces sujets anxiogènes. Pourquoi ? Il y a une très jolie phrase de Pierre Rabhi qui dit il ne faut pas seulement se préoccuper de la planète qu'on va laisser à notre jeunesse, mais de la jeunesse qu'on va laisser à notre planète. Nous avons aujourd'hui des enfants qui grandissent dans des écoles où on leur dit ne sortez pas dans la cour de récréation ou ne courez pas parce que vous risquez d'être malade à cause de la pollution atmosphérique. On leur fait réaliser des exercices de confinement en cas d'attaque terroriste. Oui, aujourd'hui, l'angoisse, elle existe pour les parents comme pour les enfants qui grandissent dans un milieu ou un climat comme celui-là. Ce qui me préoccupe, c'est de leur offrir le maximum de conditions à ces enfants pour que demain, quand ils auront eux-mêmes le désir de faire des enfants, ils le fassent dans un monde qui soit respirable et vivable. Ce qui suppose qu'ils soient protégés aussi bien que nous le sommes par la sécurité sociale. Ce qui suppose que nous prenions des engagements en matière de protection de l'environnement qui leur permettent de ne pas développer les maladies nombreuses qu'ils connaissent ou que leurs parents connaissent. Voilà des questions sur lesquelles on attend les responsables politiques. La société du travail, vous en avez beaucoup parlé. Le futur désirable que moi je veux construire à partir de cette élection présidentielle. Voilà, la société du travail, en revanche, je vous en parlais beaucoup. Vous avez dit qu'Emmanuel Macron était à côté de la plaque. Oui, je le crois, oui. Je pense qu'aujourd'hui, imaginez que la solution réside dans l'ubérisation plutôt que l'inactivité est la pire des options. Moi, je vois se développer aujourd'hui du travail non salarié mal protégé. Je vois se développer une insertion professionnelle des jeunes qui n'a rien à voir avec celle qu'on a connue et qui suppose qu'on pense la manière de protéger ces jeunes citoyens quand ils rentrent sur le marché du travail. Et je n'aspire pas... sécuriser le travail plutôt que de théoriser la fin du travail. C'est ça qu'il dit. Madame Martichoux, le dernier discours de Barack Obama, qu'il a fait devant tous les Américains, qu'a-t-il dit ? La principale menace qu'il faut attendre sur le plan économique ne vient pas de l'étranger. Elle vient de l'automatisation incessante de nos activités qui rendent obsolètes des millions d'emplois des classes moyennes aux États-Unis. Aujourd'hui, la réalité de la révolution numérique, elle est là et c'est une bonne nouvelle. Et laissons d'ailleurs les chercheurs, les innovateurs continuer à nous faciliter la vie. Mais nous devons nous penser comme dirigeants politiques les conditions dans lesquelles nous maîtrisons cette révolution numérique et son impact sur le travail. Parce que si un emploi sur deux est amené à être transformé, si entre 10 et 50% des emplois peuvent être menacés d'existence à raison de cette révolution numérique, ceux qui ferment les yeux, Madame Martichoux, ce sont juste toutes les études. Si vous voulez m'opposer votre foi et votre croyance, je veux bien. Non, mais moi, je parle il y a autant d'études aujourd'hui. Juste ça, il y a autant d'études, Benoît Hamon, qui théorisent la raréfaction du travail que d'autres qui disent que ça, on pourra répondre à la raréfaction du travail. Il y a autant d'études. Citez-moi une. Voilà, on peut opposer votre foi. Vous ne savez pas en citer une seule. Vous parlez de l'OCDE, on ne va pas se disputer tous les deux, c'est pas le sujet. On peut se disputer sur des sujets sérieux. Vous ne savez pas en citer une seule. Il y a une étude de l'OCDE qui dit le contraire de ce que vous dites. Non, c'est le titre de l'OCDE. Elle dit qu'il y aura 9% d'emplois qui peuvent être détruits dans l'économie française. C'est pas 50%. Non, j'ai dit entre 9 et 50. Oui, vous pouvez me faire des... 10% donc. Vous n'avez rien à m'opposer à ces études. Dont acte. Et donc, moi, je pense qu'il faut maîtriser cette révolution numérique. Et la responsabilité des politiques, elle est de mettre en œuvre quoi ? Une sécurité sociale qui permette notamment aux jeunes ou aux moins jeunes de faire face à des situations où ils basculeront d'un travail salarié en contrat court à un travail non salarié, à des moments où ils voudront créer leur propre entreprise. Ça, c'est le projet du revenu universel d'existence. Le revenu universel, il existe déjà. Ça s'appelle le RSA. Si on savait le multiplier par 2, j'ose espérer qu'on l'aurait fait depuis longtemps. Emmanuel Macron. Quelle méconnaissance de la pauvreté. D'abord, le RSA, c'est 535 €. Il ne bénéficie qu'à 2/3 de ceux qui y sont éligibles. Donc il n'est déjà pas universel, même pas pour les pauvres. Mais voilà l'illustration d'un responsable politique qui ignore même la réalité aujourd'hui de la pauvreté. La pauvreté, c'est que tous ceux qui ont droit au RSA, eh bien, même ceux-là n'en bénéficient pas. 1/3 d'entre eux n'y a pas recours. Moi, je veux qu'il soit délivré automatiquement, qu'il soit porté à 600 € et non plus 535 €. Ce sera encore en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui, mais je veux surtout qu'il permette aux 18-25 ans, ce sera le premier étage de la fusée, de faire en sorte qu'ils soient aussi bien protégés que leurs parents l'ont été par la sécurité sociale. Vous maintenez, vous ne varierez pas sur ce thème-là. Le RSA étendu aux 18-25 ans sera sans condition de ressources. Je maintiens mes engagements. Il vous attaque, Emmanuel Macron, pourquoi ? Ils sont en danger ? Je sais pas, je lisais qu'il flattait les électeurs de Fillon et qu'il attaquait Benoît Hamon. Écoutez, j'avais dit que c'était un clignotant, un jour à droite, un jour à gauche. On voit que c'est plutôt le clignotant droite qui marche. En attendant, il poursuit sa progression.
Et vous, vous ne pouvez pas passer le cap du premier tour si il y a cette dispersion à gauche. Vous savez, qui aurait dit qu'il y a encore quelques semaines que le candidat à l'élection présidentielle pour le Parti socialiste allait être Benoît Hamon? Pas vous. Personne autour de cette table, sans doute. Moi, j'y croyais, parce que je pensais que justement, en se tournant vers l'avenir, on pouvait lever un espoir. Aujourd'hui, nous sommes, depuis quelques jours, je suis investi, et on me dit Benoît Hamon ne sera pas au second tour de l'élection présidentielle. Je vais vous dire, face à Marine Le Pen, nous avons besoin d'un projet politique clair, clivant, puissant, qui propulse un imaginaire collectif. Si nous ne propulsons pas cet imaginaire face à ce que propose Marine Le Pen, les candidats qui seront au second tour face à elle seront battus. Vous avez des contacts. C'est la raison pour laquelle la meilleure chance aujourd'hui d'éviter Marine Le Pen comme présidente de la République en mai, c'est le bulletin de vote Benoît Hamon. Il faut rassembler pour ça. Vous avez des contacts avec Pierre Laurent? Le PC pourrait vous soutenir? Par exemple, ce serait une première étape. Il faut d'abord à gauche faire le rassemblement. Écoutez, le Parti communiste. Vous avez des engagé. contacts avec lui? J'ai des contacts avec tous les partis, j'ai des contacts, mais simplement une chose. Pour moi, le rassemblement, ça ne se réduit pas à un accord d'appareil. C'est pas en bricolant. Un accord pour les législatives, par exemple, c'est pas ça? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les gens qui, sur le terrain, de gauche, dans le mouvement associatif, cette gauche collaborative, coopérative, citoyenne, qui se rassemblent d'ores et déjà derrière ma candidature. Je ne ferai pas du préambule à cette présidentielle une sorte de grand rassemblement des appareils. Ça m'intéresse de discuter avec les responsables de la gauche politique, mais ça m'intéresse plus de parler avec les citoyens de gauche. Deux questions très brèves. Manuel Valls n'était pas là hier. Mauvais joueur? Non. Vous auriez été là, vous, si vous aviez perdu face à lui? Je comprends qu'il soit épuisé par 5 ans où il a gouverné dans des conditions extrêmement difficiles, par une campagne. Il était là le soir de la primaire. Ouais. Non seulement ça, il a appelé clairement à voter pour moi. Donc moi, je ne lui fais aucun grief de n'avoir pas été là hier. François Fillon pourrait s'exprimer ce soir pour expliquer sur la longueur, tenter de sauver sa candidature. Il est encore temps pour lui? Comment vous dire, cette histoire tourne au calvaire pour lui et pour sa famille. Je ne sais pas, c'est à lui d'apprécier s'il est en situation. Clairement, aujourd'hui, il y a un trouble dans l'opinion et pas simplement chez les électeurs de droite. Il lui revient de dire sa vérité. Moi, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus, sinon à rappeler que en matière d'emploi, quand on est parlementaire, je préconise, comme je préconisais déjà quand j'étais parlementaire européen et que j'avais participé à un rapport sur ce sujet, qu'on n'emploie aucun membre de sa famille quand on est parlementaire. C'est dit. Merci beaucoup, Benoît Hamon, investi depuis hier candidat du Parti socialiste à la présidentielle. Et qui confirme qu'il ne changera rien à son programme économique de campagne en matière de terrorisme.